On est samedi soir, on a la permission de minuit, place à Bakchak XXL avec nos deux invités XXS, mais au niveau du talon et de l'analyse, je peux vous dire que ça va décoiffer. Florian Kantz et Doug Boulanger. Stéphane, bien sûr, qui est là. Alors, Florian, pour toi, l'image de cette soirée? On dit souvent que les grandes équipes trouvent toujours un moyen de gagner. Ce soir, Genève ne fait pas forcément un grand match, mais en utilisant l'adversaire, ils ont réussi à marquer le but qu'il fallait et puis à rentrer du Tessin avec 3 points dans l'escarcelle. Dans l'escarcelle, comme on dit. Ouais. Doug. Victoire convaincante de Zurich qui est à 4-1. On a un quadruplé de notre ami Pius Suter. Puis 4 ou 5? Je me souviens. 4, ouais. 4. Donc un très, très gros match. Celui que tout le monde attendait un peu ce soir pour voir qui allait être le favori. Puis Zurich a fait le job. Un gros quadruplé aussi de Damien Ria. Yann s'impose facilement à la maison face à Davos. Mais on l'a dit, quadruplé de Pius Suter qui arrive presque à la barre des 30 buts cette saison. Imaginez, chapeau l'artiste. D'un Z qui veut dire Zorro, comme Pius Suter ce soir, qui a été le vengeur masqué de ce choc au sommet, messieurs. On en attendait beaucoup. C'était du beau hockey, Florian Kantz, véritablement, de ces deux équipes. C'est clair, c'est quand même deux grosses équipes. Je pense que ce soir, avant les playoffs, les deux avaient envie de réussir un bon match et puis de montrer à l'autre que ça allait être un concurrent sérieux pour le titre. Et puis, on a vu Pius Suter qui met son quadruplé, qui montre qu'il est là et puis qui va être là pour faire peur à toutes les défenses du pays. Je pense que Zurich a marqué des points, marqué des points. Bien sûr qu'il marque des points vu qu'il gagne évidemment ce soir, vous me direz. Mais aller gagner à Zoug, c'était le duel des coqs un peu. Hein. On disait ça, c'est un peu voilà. Deux grosses équipes. Moi, c'est les deux équipes qui, je pense, sont les meilleures cette année, ont été les meilleures jusqu'à maintenant. Zurich, moi, Zug a une bonne fin de championnat, mais je suis très impressionné par le volume de jeu de Zurich. Et Pius Suter qui va commencer son show à la 2e minute de jeu à 5 contre 4. Complètement oublié dans le slot, là, de Boulanger. Ouais, ça, tu peux pas faire. Puis, c'est de la manière qu'il ramène son puck puis qu'il réussit du côté rapproché à le mettre pleine lucarne. C'est vraiment juste un tir parfait. Wow. 1-0 et 26e but. À ce moment-là, c'est important quand même. Notez bien, 26e but pour Pius Suter à ce moment-là de la partie. Et puis, l'égalisation signée Zug avec ce peu qu'on est allé gratter. Ça va revenir. Thierry va remettre un tir qui apparemment est dévié devant la cage par Zender pour l'égalisation. Un puck qui remonte au défenseur. Il s'est contenté de viser la cage dans le paquet. Et puis, il y a pas mal de circulation devant... Un fluelaire, regardez, il y a du monde là. Ça frappe l'intérieur du patin. Ouais. Une talonnade, en fait, comme on dit au football. Une talonnade, oui. Parlons de foot, C'est le mot que je cherchais. Tu vas dire deuxième poteau dans pas longtemps. 29e minute de jeu, 29 et surtout 27e but de Pius Suter. Très rapproché, mais pas facile à faire, Florian Kantz. Non, pas facile à faire. Bon, à la base, on voit aussi une belle inspiration de son compère. Qui lui glisse le puck et puis vraiment il fait ce petit mouvement pour lever le puck au-dessus du gardien, c'est super bien joué. Et puis il y a des coéquipiers sympas parce que regardez, quand on fait la cage vide, bon là vous me direz il va faire ça tout seul, regardez Gregory Hoffman, le pauvre qui a perdu sa crosse, il s'amuse avec lui. Il y a une image, ça c'est une image terrible. Regardez là, allez, oh yo, qu'est-ce que je fais, j'ai pas de canne. C'est sympa, on imagine bien. Technique de pivot, pas mal. Pas mal la technique de pivot, Doug. Magnifique. Donc, on vérifie qu'un attaquant ne peut pas patiner en arrière. On voit qu'il n'y a plus de canne là en même temps. Et puis la cage vide pour le dernier. Regardez! Mais oui, ça vaut un quadruplé, ça! Peut-être 30 buts dans la saison. Une prime d'1 million supplémentaire, Stéphane. 1 million, je pense pas. Je sais que M. Frey est généreux et il n'y a pas de problème financier. Mais quand tout roule, il perd son engagement, ça frappe le patin de l'arbitre, il réussit à récupérer le puck, dégage en plein milieu de la cage. Donc quand tout roule, tu finis la soirée avec. Ça baigne dans l'huile. Fais ce que tu veux. Hein? Il va finir meilleur pointeur du championnat. Il a été drafté, Pius Suter?
Je crois pas. Hein. Il est allé au camp d'Ottawa. Allé au camp il y a d'Ottawa, 2 drafté, ans. je suis pas sûr, je pense pas, non. Il était invité par Guy Boucher. Guy Boucher, qui l'avait vu évoluer, et puis Mike Crawford, mais non, je pense pas qu'il... On confirme pas drafté. Il me semblait qu'il n'était pas drafté. Mais franchement, tu finis, mais tu finis meilleur buteur, meilleur pointeur du championnat. Ça peut quand même... ça peut titiller, non? Vous y croyez pas, mais toi, tu y crois pas. Tu regardes comme ça. Tu sais, la NHL, on prend... on va parler de la NHL. La NHL, on parle beaucoup la grandeur, c'est plus important, le gabarit, etc. Mais vous regardez, il y en a des petits joueurs, là. Il y en a plus qu'avant, mais il n'y en a pas tant que ça. Et puis lui, il est vraiment petit. Hein. C'est 1,74 m avec les talonnettes, là. C'est un très bon joueur, mais 1,74 m en NHL, là, il faut que tu aies vraiment, vraiment, vraiment du talent, quelque chose de particulier, beaucoup de vitesse, etc. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, je ne dis pas qu'il n'a pas de talent, mais avant qu'on lui donne sa chance vraiment... Moi, je ne serais pas surpris qu'il va être invité à un camp cet été. Oui, donc, c'est quelque chose qui risque d'arriver fortement, je pense. Invitation, oui. Faire l'équipe, c'est une autre histoire. Il n'y a pas un Ralph Kruger qui connaît bien le championnat de Suisse, qui aura peut-être son mot à dire un peu la saison prochaine aussi. À Buffalo, ils en ont 2-3 petits aussi, je vais vous dire. Là. Ah, justement, un plus un de moins. Il n'y en a pas tant que ça. Et victoire du Z, hein, ce soir, grosse victoire quand même face à Zug du côté de la Bossart Arena. On va s'intéresser maintenant à Ambry-Genève. C'était la der des der pour Ambry Piotin, un dernier espoir. Si vous aimez les films, je ne dirais pas comme ça, quasiment... C'est pas catastrophe. C'est pas vraiment un suspense, c'est un peu vraiment de la dernière chance. Il fallait un concours de circonstances absolument énorme pour qu'Ambry puisse encore participer aux playoffs. La première étape, c'était ce soir. Et finalement, Ambry n'a pas fait le job puisqu'ils ont perdu 1-0. Petit match, Florian Kohns au niveau des occasions, au niveau du score. Un but qui tombe à 4 contre 5, puis un but de gag en plus. C'est vrai qu'on n'a pas forcément vécu la plus grande soirée de hockey devant ce match-là. Et puis, c'est comme on a dit, Genève, il trouve le moyen depuis derrière le but, en tirant sur le défenseur. Je pense que c'est un jeu qui est voulu. Hein. Parce qu'elle a touché les deux, elle a touché le gars qui était arrêté puis l'autre qui passait par là. Ouais, mais c'est bien joué. C'est ce qu'il voulait faire. Hein. Il servait des joueurs comme rebond. On fait ça souvent sur le gardien quand le gardien est décentré. Là, ton frère, t'es pas content. Hein? Non, et je pense qu'il y a de nouveau une canne qui est passée à la trappe, quoi. Mais bon, à part ça, c'est énervant de prendre un but comme ça. Oui, il a fait exprès. Il vise les yeux, Winnick, en fait. Quand il voit un défenseur dans la cage, il vise les yeux. Je sais pas s'il a... Mais honnêtement, ce soit très petit match de hockey. Mais très petit match, presque endormant. Qualité du spectacle. 22-22 les tirs au but. 22-22. La moyenne, c'est 30 par match, par équipe. Je suis d'accord avec toi, Stéphane. Mais franchement, Ambry, là, OK, il fallait un miracle, on est d'accord. Mais Berne menait 3-0 à Lugano. Il y a Langnau menait pas 3-0, donc sur le papier, tu pouvais encore gagner, tu pouvais encore entretenir l'espoir. Moi, je les ai sentis un peu fatigués quand même, non, Ambry? Il faut checker, mais à la veille, ils ont mis beaucoup d'énergie aussi. C'est sûr qu'Ambry n'a pas sorti, mais en même temps, la qualité de l'effectif n'est pas monstrueux. Puis de l'autre côté, il ne faut pas oublier Stéphane Charlin, qui fait un bon match, qui a été solide, des belles sorties en dehors, il a été convaincant. On ne pourra pas dire que c'est un gardien recru qui était dans le goal ce soir. Hein. Il a fait le job. Oui, blanchissage quand même. Eh bien, on va l'écouter. On va l'écouter justement à l'interview. Écoutons tout de suite celui qui a réussi un blanchissage ce soir. Vous l'avez compris avec Genève Servette. On va écouter Stéphane Charlin. Stéphane Charlin, victoire 1-0 de Genève ce soir ici à Ambry. On va dire dans un match un petit peu difficile à décortiquer, mais finalement que Genève a réussi à faire sien. Ouais, je pense que c'était assez difficile comme tu l'as dit. Il y a eu pas mal d'actions de notre côté, on n'a pas réussi vraiment à concrétiser, pas mal de powerplay qui n'ont pas pu justement amener un but, mais sur le box-play, là où on ne nous attend pas, on a marqué. Donc c'est sûr, c'était un match assez spécial. Alors quand on parle d'un score avec 1-0, on dit que le gardien a fait sa part de travail. Pour vous, c'est votre 3e titularisation National League, c'est votre premier blanchissage, vous l'avez vécu comment? Très bien, l'équipe m'a bien aidé, mais c'est sûr que personnellement, c'est toujours plaisant de faire un blanchissage avec l'aide de l'équipe. On vous a senti très à l'aise depuis le coup d'envoi. Oui, j'ai essayé justement de jouer mon jeu, je ne me suis pas vraiment posé de questions, pas vraiment... C'est sûr, il y avait une petite part de stress au début, mais justement, j'ai essayé de mettre ça un peu de côté et puis de jouer mon jeu. Félicitations. Merci. Calme, tranquille, zen. Il a beaucoup sorti de sa cage ce soir. Hein? Ouais. Il a été souvent aider les défenseurs pour sortir le puck. Donc les relances étaient propres, pas de panique. Non, c'est vraiment super. Oui.
Beaucoup, en effet, challenger. Grosse performance de Charlin ce soir du côté d'Ambri-Piotta. Place, messieurs, aux Playoffs Wars. La bataille pour les playoffs. On va commencer avec Fribourg-Gotteron qui se rendait du côté de l'Île-Fils. Et on le sait, c'est toujours très difficile d'aller gagner à l'Île-Fils. Et pourtant, ils l'ont fait. Et Fribourg-Gotteron qui est revenu de nulle part face à Lugano la veille. Rappelez-vous, vous étiez mené 3-1 après 40 minutes de jeu. Ils ont sorti une troisième période de derrière les fagots. Et du côté de l'Île-Fils, ça a été une guerre. C'était une guerre psychologique. Et c'était une guerre physique aussi. On va voir une charge de Camerzin sur Blazer. Regardez, pam, ce contact. Blazer s'écroule, le public et le bon Emmentallois réclament. Et pour toi, Stéphane, c'est involontaire. Pour moi, c'est totalement accidentel. Camerzin, il veut simplement aller reprendre sa place en défense. Regardez, il va prendre sa place en défense. Puis, hop, il s'écarte même. C'est Blazer qui vient contre son épaule. Pour moi, c'est quelque chose... Il n'y a pas eu de pénalité à juste titre. Pour moi, c'est totalement accidentel. Monsieur, votre avis? Oui. Ouais, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'on nous apprend depuis tout petit à mettre la canne sur la glace. Puis il avait un petit peu les mains en l'air, Jérémy. Ouais. Et puis, non, mais c'est malheureux. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie du jeu. Et puis, il n'a pas du tout fait exprès d'attraper la tête du joueur Emmentallois. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est complètement accidentel. Puis je pense qu'on le voit avec la réaction de Jérémy qui ne savait même pas qu'il était là. C'est deux joueurs qui ne se sont pas vus puis qui se sont télescopés. On est d'accord. Nous, on a réglé le cas déjà. Voilà, ça c'est fait. Donc il y aura en tête et suspension. Ah non, je plaisante. On verra ça. Gunderson, 29e minute de jeu. Ce but accordé à Gunderson, il a été dévié. Alors est-ce qu'il a été dévié par un Emmentallois ou par Brodin à la fin? Quoi qu'il en soit, c'est le seul but du match. Franchement, c'est quoi? C'est pas un garbage goal, mais c'est pas le but du siècle et de l'année non plus, hein, finalement. Bah, c'est pas le plus beau but, mais bon, on voit quand même que Gunderson, il essaye de trouver le chemin pour aller au but. Et puis, on a quand même deux Fribourgeois qui tentent d'aller mettre un petit peu de trafic, de gêner la vue. Donc, c'est quand même bien joué. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous là, sur séquence parce que c'est quelque chose qu'il fait soir après soir. Il en a marqué un comme ça à Lausanne. C'est un skill de réussir à mettre des pucks au goal. C'est vraiment, oui, c'est exactement ce qu'il dit. Il n'est pas un top scorer pour rien. Puis on ne l'a pas engagé pour rien. On l'a engagé parce qu'il est très, très bon pour glisser sur sa ligne bleue puis trouver les lignes du show. Ah, mais de là à dire que c'est un garbage goal, je trouve que... Non, mais c'est simplement que si on prend le but comme ça, on voit pas... C'est pas un joli but ou quelque chose, mais si on analyse vraiment derrière entre... Voilà, Gunderson qui essaye de trouver le chemin pour aller au filet, plus les deux gars, c'est sûr c'est pas si mal. Je vous refais au ralenti le chemin du puck. C'est le seul but du match. Hein. C'est le seul but du match, mais ce n'est pas la seule image du match qu'on voulait vous montrer. Regardez Christian Dubé avant l'entame de la troisième période. Un petit côté, alors on sait qu'il n'est pas coach professionnel, peut-être un petit côté écolier, un petit côté détente, etc., ou un moyen d'évacuer. En tout cas, on sent qu'il intériorise ça. Mais c'est une image qui paraît cocasse, mais plus sérieusement, là, ce qui est en train de faire Fribourg, je ne sais pas à la fin s'ils feront les playoffs ou pas, mais rappelez-vous, 12 matchs en arrière. 12 matchs en arrière, là, Stéphane. Tu te rappelles qu'on avait calculé la moyenne de points pour une barre à 72 en disant 72, c'est sûr. Il devait faire une moyenne de 1,85 points par match sur les 12 ou 13 derniers matchs qui restaient. On se disait, oh là là, c'est pas possible, ils sont à 1,30. C'était 8 victoires en 10 matchs avant le match de ce soir à Fribourg. Donc là, ils sont partis sur une lancée. Ce soir, c'était pas folichon la façon, mais ils ont gagné. Mais Langnau a tiré encore 29 fois au but ce soir. Langnau, à toutes les peines du monde, a marqué des buts. Avant le match de ce soir, les 9 derniers matchs, ils avaient marqué 13 buts. Là, ça fait 10 matchs, 13 buts marqués. Est-ce qu'ils ont des problèmes en attaque? Est-ce qu'Heinz Sellers a des problèmes à faire marquer? Di Domenico était sur numéro 1 ce soir. Futur Fribourg. On a réintégré Robbie Earl. Ça fait un petit moment qu'on sent que Langnau est quand même à la peine. Et puis, on sait que avec le système Eilers, c'est jamais évident de se lancer à l'attaque et puis de marquer des goals. Puis au bout d'un moment, je pense que ça commence à travailler. Est-ce que ça commence à être difficile pour les joueurs emmentallois aussi d'appliquer le système et puis de continuer d'y croire? Puis deux statistiques encore intéressantes. Desharnais, 25 minutes de temps de jeu ce soir. Lui, qui la semaine passée avait de la peine à trouver ses poumons. Après le match à Zug, il a dit game shape et tout. 25 minutes de temps de jeu était très important. Puis Fribourg qui bloque des tirs. Ça, c'est une grande nouveauté. 18 tirs bloqués encore ce soir. 20 le dernier match, 18. Soir après soir, ils font le job. Puis coup de chapeau pour Christian Dubé, Rosa et Simpson qui amènent l'équipe où personne ne les attendait. Hein. Exactement.
C'est pas encore fait, mais ils sont pas loin de le réussir. Puis en effet, le gardien fait un Paris. blanchissage quand même encore ce soir. Oui, il est pas mal, hein, le petit. Comment il s'appelle déjà Berra, c'est ça, hein, Berra. quelque chose comme ça. BA 2 heures. Tu nous parlais de son temps de glace. On va l'écouter tout de suite à l'interview après ce succès. Écoutons la réaction de David Desharnais de Fribourg-Gotteron. David Desharnais, quelle semaine pour Fribourg-Gotteron. 3 matchs, 9 points. Il y a eu une préparation spéciale pour ces 3 rencontres? Non, mais écoute, on savait qu'il fallait avoir une grosse semaine, le couteau à la gorge, donc ça montre beaucoup de caractère de notre équipe. Puis on a vécu beaucoup cette année, puis ça nous prenait ces victoires-là, on était capable d'aller les chercher, donc très gros pour notre équipe aujourd'hui. On a l'impression qu'avant Noël, ces 3 matchs, Fribourg les aurait peut-être perdus. Est-ce que vous êtes du même avis? Oui, mais c'est un processus gagner, c'est un processus à être une équipe, puis j'aime mieux les perdre avant Noël, puis les gagner après Noël. Donc ça veut dire qu'on évolue en tant qu'équipe, donc c'est bon signe. Merci beaucoup, David. Oh oui, on voit le sourire de David Desharnais à travers ses propos. Messieurs, là, ça va mieux. Là, on sent que la machine est lancée à voir ce que ça va donner pour les derniers matchs. On va mettre de côté le restant des rencontres, pas pour longtemps, rassurez-vous, mais on voulait vous parler ce soir de matériel et d'évolution du matériel. Et si pour vous, le quai sur glace se résume à un casque, un bâton, une paire de patins, et puis quoi, une coquille, et puis 3 choses. Vous n'êtes pas loin de la vérité, mais n'empêche que le matériel évolue énormément. Sur certaines pièces d'équipement qui évoluent beaucoup. Voilà, exactement. Puis on a un spécialiste là-dedans aussi, c'est Doug Boulanger. Stéphane, aussi, tu vas nous parler de ça. On va commencer avec le casque, parce que là, il est là, ici, ce fameux casque. Est-ce qu'on a vraiment une évolution particulière par rapport à ça, ou est-ce que c'est plutôt ici que se situe l'évolution, c'est-à-dire à l'intérieur, finalement, Doug? En fait, pour ce casque en particulier, c'est une coquille, donc il est fait en une pièce. Beaucoup de casques sont faits en 2 pièces. Celui-là, il est fait en une. Au niveau de l'intérieur, ce qui est particulier, c'est la nouvelle technologie MIPS, qui est une technologie, en fait, qui fait que les foams, les protections à l'intérieur du casque s'ajustent. Donc, le casque s'ajuste seulement à l'intérieur du casque. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une petite pompe sur les côtés, comme les baskets dans les années 80, là, les fameuses pompes? Généralement, c'est ça. On a des clips à l'extérieur et on peut ajuster notre casque en poussant et c'est comme ça que ça se passe sur les casques réguliers. Celui-ci s'ajuste vers l'intérieur. Donc, on peut changer les foams puis les remplacer pour s'assurer que le fit est parfait. OK, mais le but, c'est quoi? C'est moins de commotion avec ce genre de casque aussi? Ça, c'est la nouveauté. Est-ce que ça va diminuer le nombre de commotions? On verra la prochaine saison. Mais la nouvelle technologie, c'est que la plupart des casques sont testés sur les chocs devant et derrière et non pas sur les côtés. Celui-là a comme particularité d'avoir 10 à 15 mm d'espace entre la coquille et les protections à l'intérieur. Donc, ce qui permet d'absorber un peu plus les chocs. Okay. Et je pense que ça, c'est la nouveauté de cette pièce d'équipement pour l'année prochaine. OK, on verra si ça va être... C'est très rigide. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un casque qui est très, très rigide. Excessivement léger. J'ai jamais vu un casque aussi léger que ça. Léger et rigide en même temps. On va voir ça. Mais bon, on va dire aux gens aussi que c'est une nouveauté. Il faut toujours attendre avant de juger. C'est annoncé révolutionnaire. Sauf qu'il y a eu d'autres compagnies avant qui ont mis des casques sur le marché en disant des casques anti-commotion. Jusqu'à date, il n'y a rien qui a été prouvé, mais c'est une nouveauté, c'est annoncé comme ça. Moi, je vote. Tu fais du hockey avec un casque intégral, à mon avis, les commotions, il n'y en a plus. Ça dépend. Tu casses d'autres choses, mais tu ne sais pas. Les casques de football. On parle des patins? On parle des patins. Ici, on a une paire de patins ici. On va donner à Doug. Attention, voilà. Moi, j'ai entendu un truc sur la nouveauté sur les patins, c'est que la lame est amovible. C'est juste? On peut bouger la lame. La lame bouge. Pas sur cette paire de patins, mais là, c'est sûr que sur les lames, il y a des nouveautés. Une des nouveautés, il y a une compagnie qui est spécifique du Québec qui vient d'inventer que l'avant de la lame bouge. Donc, ça veut dire qu'à la fin d'une poussée, il y a comme un ressort dans le bout de la lame qui te permet de donner un petit coup de plus à la finition de ta poussée. Donc ça, c'est une des dernières, je dirais, nouveautés qui est sortie sur le marché des lames. Ce qu'on peut voir ici au niveau du support de lame, comme plusieurs compagnies, il y a un système de changement très rapidement. Donc en activant la clenche, qu'on voit juste ici, on peut enlever... On peut déclipper en fait ta lame. On n'est plus obligé de l'aiguiser. En fait, tu as déjà des lames aiguisées. En fait, la majorité des joueurs ont une paire de patins ou deux, mais une paire de patins avec plusieurs jeux de lames. Ouais. Un petit boîtier où ils mettent les lames. Donc, si durant un match, il y a un problème avec la lame, au lieu d'enlever ton patin et de le donner à l'aiguiseur de patin, tu fais déclipser la lame, tu enlèves la lame, le parti métallique, tout,
Ça se fait en 5 secondes et tu mets un nouveau jeu de lame qui est fraîchement aiguisé, qui est parfait. C'est aussi quelque chose de Ça très fait quelques années, ça. Oui, c'est aussi quelque chose de très pratique au niveau de la glace synthétique. Quand les gens vont patiner sur une glace synthétique, souvent on doit faire aiguiser après 1 ou 2 séances. Puis c'est quelque chose qui se fait excessivement rapide de mettre une nouvelle paire de lames qui est aiguisée puis de faire le changement très rapidement. Ce qui est intéressant aussi, la tendance aussi, c'est que le support de lame, la partie blanche, est un peu plus élevée, plus grosse que les lames traditionnelles. On voit la partie blanche avec le talon est un petit peu plus haut, ce qui fait que quand les joueurs tournent, ils peuvent aller chercher plus d'amplitude. Juste? C'est juste. Et si on va au niveau du patin maintenant, ce qui est spécifique, ça, c'est une compagnie qui généralement fait que des patins sur mesure. Cette année, cette compagnie sort un modèle qu'on appelle Retail, qui sera sur tablette pour les gens. C'est un modèle qui sortira cet été. C'est pas encore sur le marché. Donc, au niveau du poids, ça ressemble à ce que cette compagnie délivre comme produit. C'est combien quoi au poids, au niveau à peu près? Ça, je pourrais même pas vous dire. Ce patin-là, tu dirais quoi, toi, Florian? Moi, j'ai aucune idée du poids d'un patin. Je sais pas, j'ai aucune idée. Je C'est des matériaux aussi qui absorbent. Pas souvent les courses, les gars. Passe-moi ce patin, je vais te le peser, là. Sérieusement, ça, c'est quoi? 300? Non, 400, un peu plus. Je pense 400? qu'on est autour 450, 500, je dirais. Et puis, juste ça, au niveau de la plat, parce que bon, on a toujours une image des patins assez bombés, là, comme ça, qui avait une grosse coque devant. Je pense que Florent en a porté pendant ce moment. Ça, c'est plat, là. On est plat, là, maintenant, là, au niveau des orteils. C'est plus aplani. C'est plus aplani. Il y a beaucoup de compagnies qui font ça maintenant, que ça s'ajuste un peu plus au niveau des orteils. Parce qu'il faut savoir que dans tous les patins, il y a des largeurs. Donc, dans des retail, ceux qui se vendent en magasin, tu peux avoir de largeur D, E ou double E. Ouais. Donc, suivant la largeur du pied que vous avez. Puis après, ce patin-là, c'est comme ça. Quand vous l'achetez en magasin, vous mettez le pied dedans, vous l'attachez, vous le chauffez un peu légèrement dans un petit four, et puis vous le mettez après, puis il se moule à votre pied. Mais ce qui est vraiment intéressant sur ce modèle... Ça, c'est le côté petit four. Non, dans un petit four, c'est un petit four qui est grand comme ça. Non, mais c'est... Et puis il s'adapte il se moule au pied. Il se moule au pied. Oui. Il se moule au pied. Et puis la canne, là. Parce que moi, je vous entends toujours parler de flex, là, sur ce plateau. Parler de flex. Puis alors, pour ceux qui ont fait du hockey sur glace, évidemment, en général, les gens savent ce que c'est qu'un flex. Mais pour l'amateur moyen, on va dire, celui qui suit, quand vous parlez de flex, quand vous parlez de kick, là, on est complètement largué. Alors, on est loin des cannes en bois de l'époque. Ouais. Voilà. Donc, Doug, il va vous expliquer exactement les différences qu'il peut y avoir. tout d'abord, un outil comme ça pèse entre 350 et 400 grammes en moyenne. Ah, là, tu sais le poids, là. Ouais, ça, je sais. Parce que c'est un outil marketing. Ils le vendent comme étant de plus en plus léger. Plus c'est, voilà, OK. Donc, au niveau du flex, les particularités de différentes cannes, souvent, c'est mid. Donc, mid à la moitié de la canne. Il y a low en bas de la canne. Puis là, c'est une nouveauté, c'est une particularité de ce modèle-là, c'est que le flex est maintenant dans la palette. Le flex, ça veut dire que quand les joueurs shootent, donc ils mettent de la pression sur leur canne, les cannes qui sont mid, c'est qu'elle est construite de façon à plier plus au milieu ou en bas, ou très, très bas, et c'est la nouveauté de cette canne-là. Donc, suivant votre style... Mais quel est l'avantage de ça? C'est plus adapté au style. Minimiser l'effort, la sortie à laquelle le puck va sortir parce que ça crée un effet ressort qui est monstrueux. Et surtout, où c'est très intéressant, c'est que les joueurs vont chercher en précision puis en surprise aussi. Donc, quel genre de joueurs jouent avec des mid-kicks? Ceux qui ont des tirs frappés puissants? Les joueurs qui ont tendance à faire des one-timers. Les joueurs qui ont tendance à tirer balayé, donc de côté à la cible. Comme qui? Comme Bikov, par exemple, à Fribourg. Les joueurs qui vont utiliser un low kick sont des joueurs qui vont shooter de face. Donc, on peut parler d'un Wingles, des gars comme ça. C'est des gars qui vont avoir tendance à avoir un low kick. Pourquoi? Parce qu'ils sont face à la cible, ils ont le puck très près de leurs pieds, ce qui facilite le point de sortie à la fin du mouvement, je dirais, de ton shoot. Florian, toi, t'étais quoi? Low kick? Mid-kick, pas de kick du tout. Moi, je me rends surtout compte que, en fait, j'ai pas fait un métier facile quand même, parce que ça paraît simple, mais on en a des choses à analyser entre nos patins, nos cannes. Non, mais moi, j'ai jamais été très technologie. Tu veux la réponse? Moi, je suis désolé, mais il y a beaucoup de marketing tout là derrière. C'est clair que pour ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de sortes différentes, mais
j'ai honnêtement jamais vu de grande différence entre les différents produits, entre un mid-kick, un low-kick. Oui, tu sens un petit peu, mais... Mais il y a des grades de flex aussi. Il y a l'endroit où ça flex, mais il y a aussi l'amplitude que ça peut avoir. Parce que quand vous avez des jeunes, par exemple des adolescents ou des enfants, le flex, c'est entre 50 et 70. Ça veut dire que plus c'est bas, plus ça plie. Plus vous montez en flex, plus la canne est rigide. Plus la canne est rigide. Donc, ça peut aller jusqu'à 105, même 110. Là, vous avez une barre de fer dans les mains à 110. Mais qui joue avec ça? Des joueurs très grands, des charras de ce monde, des joueurs très grands et très puissants. Les jeunes, généralement, pour mesurer leur flex, on dit à peu près 1 kg par flex. Donc, si tu es à plus ou moins 5, généralement, c'est, je dirais, la moyenne générale que les joueurs utilisent. Après ça, il y a des goûts. Il y a des joueurs qui aiment mieux avoir une canne qui plie vraiment, d'autres pas. Puis après, au niveau de la réception de la passe ou des passes one-touch, il y a beaucoup de petites différences. Là, il y a aussi un effet de mode. Moi, je me souviens, à un moment donné, les joueurs jouaient plutôt avec des cannes assez dures. Et puis, je ne sais pas exactement pourquoi. Tout d'un coup, il y a eu un joueur qui a descendu un peu ce qu'on appelle ce flex-là, qui a commencé à jouer avec du 77 ou comme ça. Ouais. Puis, il y a eu toute une vague de joueurs. Tout d'un coup, ils ont décidé, après avoir apprenti, c'est pas mal de jouer avec un flex un peu plus bas. Et puis, bon, tout d'un coup, la moitié de la ligue qui a descendu en flex. Et puis après ça... On essaye, c'est ça. Ouais. Ça bouge un peu tout le temps. Puis il y a aussi le grip. Donc, les cannes sont... À l'époque, les cannes en bois, c'était une canne en bois lisse avec une couche de peinture dessus. Maintenant, les cannes, ils peuvent être capitonnées légèrement. Comme celle-là, elle est un petit peu capitonnée, mais elle a un grip dessus. Il y a des cannes qui sont très, très collantes, gommantes, avec très capitonnées, puis d'autres qui sont plus ou moins lisses. Mais comment tu fais pour jouer avec ton gant, alors, justement, là? Parce qu'évidemment, quand vous maniez la rondelle, vous avez les deux mains plus proches, et quand vous tirez, souvent, vous descendez la main. Mais les jeunes aiment beaucoup jouer avec des cannes avec beaucoup de grip. Je me trompe? Ça a été surtout, maintenant, trouver une canne qui a plus de grip du tout, c'est très difficile à trouver. Donc, je dirais que ça a été, encore une fois, un peu au niveau marketing, que ça a beaucoup changé de ce côté. Puis l'autre problème qu'on a avec une canne comme ça, ou des cannes modernes, c'est quand vous l'échappez sur la glace, elle ramasse un peu de neige, votre grip est complètement... Donc, vous devez l'essuyer sur le banc parce que sinon, ça mouille votre gant et puis souvent, ça glisse, etc. Ou il doit changer. Il faut peut-être le préciser, c'est un outil de performance. Oui. Des cannes comme ça vaut une fortune. On parle d'à peu près 300 à 400 francs, tout dépendant des modèles. Lâche-la un peu. Pour la briser. Parce que là, je n'ai pas vérifié les contrats d'assurance. Viens. On va mettre ça. Non, mais c'est un outil de haute technologie. À quand le dopage technologique, finalement, dans le hockey sur glace avec une canne? Je ne sais pas. Je ne pense pas que la canne fasse forcément le joueur, mais enfin, on verra ça pour suivre un compte. Merci beaucoup, messieurs, pour cette partie matérielle. On va revenir à cette soirée de National League. On a vu ce qu'a fait Fribourg-Gotteron ce soir du côté de Ilfis. On va s'intéresser maintenant à Berne, Lugano, dis donc Lugano, qui devait réagir après le troisième tir catastrophique à Fribourg. Puis du côté de Berne, on restait sur une victoire face à Rapperswil, pas franchement convaincante sur l'ensemble du match. C'est pas vraiment à quoi s'attendre là-dedans, sauf que c'était un match à 6 points et que Berne a plutôt bien joué et que ça a été la cata pour Lugano, en tout cas dans les 20 premières minutes de jeu. Ça va tourner à la débandade de 3-0 pour Berne. C'était déjà 2-0 après 4 minutes de jeu, Florian Kohns. C'est Ebet qui va marquer à la 3e, c'est Moser qui va marquer à la 2e. C'est clair que pour Berne, ils ne pouvaient pas espérer une meilleure entame de match. Après, ils ont quand même été grandement aidés par la défense luganaise sur le premier tiers, où ils ont été complètement à la rue dans leur marquage et puis dans leur agressivité défensive. Ebet, Moser et même Jérémy Gerber qui va marquer le 3e, 3-0. Alors à 2-0, on va prendre le temps mort. À 3-0, on n'a pas sorti le gardien du côté Lugano. Schlegel, il était pas mal sur les dernières sorties du côté Lugano. Il n'a pas été forcément comme à l'image de son équipe. Je ne sais pas si c'était pour la confiance de M. Zurkirchen, mais en tout cas, c'est sûr que Serge n'a pas voulu prendre cette décision-là ce soir. Puis la défense de Lugano était à côté de ses plaques. Ils n'ont pas pris les cannes dans le slot. Ils ont regardé le puck toute la soirée. Ils ont oublié très souvent des joueurs sur leur marquage. Et là, on voit Jérémy Gerber qui prend 4 fois ou 5 fois son propre rebond pour la mettre au fond. Peut-être souligner le 2 goals ce soir pour ce jeune de CB qui a connu un bon match. Le CP Berne monte en puissance. Stéphane, ou finalement ce premier tiers, non mais c'est Lugano, c'est carton rouge à Lugano. Carton rouge à Lugano, le puck avait des yeux, j'ai l'impression, pour Berne ce soir. Tous les rebonds étaient favorables. Oui, peut-être on s'en mêlait un petit peu l'impression dans les défenses, mais il y a un taux de réussite insolent de la part de Berne. Parce que si vous regardez le total
au premier tiers. Premier tiers, 10 shoots. Au total, la soirée, on peut revenir après, mais c'est 39 shoots pour Lugano, 21 seulement par Berne. 6 goals en 21 shoots. Et puis Berne a bloqué 25 shoots, puis Lugano a loupé la cage 16 fois. Donc si vous allez dans les corsis là, et tout ça, si on ne tient pas compte des tirs en powerplay, évidemment, c'est grossier, mais c'est une large domination. Berne... En même temps, après 3-0, après 20 minutes de jeu, tu ne vas pas appuyer sur l'accélérateur en deuxième période non plus. Tu laisses un peu venir, et puis finalement, en troisième, ils ont porté les stockades, 4-0, 5-0, 6-0. Mauvaise relance ici de Julien Beauclair-Durover qui veut donner le puck au joueur de centre qui arriva, c'est-à-dire qu'il est en train de tourner, il ne l'a pas vu. Il tire sur réception de Chervet. Très, très beau. Est-ce que et Lugano rentre un peu dedans, rentre un peu dans le rond finalement. Quand même, là, depuis déjà hier, on pensait qu'ils allaient pouvoir gérer le match, ils n'ont pas réussi, Fribourg revient. Là, ce soir, ils prennent quand même une grosse claque contre Berne, alors que c'est quand même les moments chauds de la saison on est en plein dedans. Je veux dire, ils ont fait le nécessaire pour revenir à la lutte, pour passer devant, mais s'ils se mettent à craquer maintenant, ça aura servi à rien. La bonne nouvelle pour Lugano, c'est qu'ils seront repos mardi. Ils n'auront plus que 2 matchs à jouer, contre Ambry et contre Rapperswil. Sur le papier, c'est quand même 6 points potentiels, Stéphane. Ils doivent les faire, de toute façon, ils doivent les faire. Ambry aura peut-être le destin de Lugano entre les mains, quand même. Tu dis ça comme ça. Le dernier match, Ambry, eux, ils vont jouer pour Bar, ils vont jouer pour accumuler des points pour évidemment, parce qu'on part avec les points accumulés, évidemment. Ambry ne peut pas brader ces matchs-là, mais pourrait faire mal à Lugano dans un dernier match. On parle souvent de confiance. Parlons du CP Berne maintenant. 4 matchs pour le CP Berne, 3 adversaires directs, entre guillemets, pour la lutte, pour se qualifier. Oui. Là, l'opération, je n'ai pas envie de dire l'opération séduction, mais l'opération morale, là, elle est parfaitement réussie quand même. Donc Boulanger, 6-0 à Lugano. Là, ils ont repris le momentum, mais veux pas, tes 2 confrontations directes, là, ça va être dur de prendre tous les points. Donc, ouais, jusqu'à présent, ça roule, mais il ne faut pas qu'il y en échappe une. Et je vous rappelle que l'avant-dernière journée, il y a un petit Berne, Fribourg, oui. Fribourg, Berne, Fribourg. Oui. Oh, petite finale avant l'heure, qui sait? On verra ça. On va s'intéresser maintenant un petit peu plus au classement, au haut classement entre Bienne et Davos, où on fêtait surtout le capitaine au grand cœur, Mathieu de Chantré, le fameux numéro 12. Il y avait tout un tifo qui était prévu. Il y avait même une vente de t-shirts aussi à l'effigie du capitaine Mathieu Chantré. Oui, on va trancher dans le vif, qui a marqué évidemment ce club, son club de toujours, j'ai envie de dire un peu, pour le fameux numéro 12, fêté comme il se doit. En tout cas, magnifique tifo de la part des supporters biennois. Bel honneur pour Mathieu de Chantré, qui m'a connu quand il était sur le club. Il a connu la Swiss League, la Ligue B à l'époque et tout. Donc, il est l'homme d'un seul club. C'est un gars de la région. Voilà, les gens l'ont toujours apprécié. Puis c'est un gars qui a toujours... C'est un gars qui, moi, je l'ai vécu, que je l'ai connu comme arbitre. Super sympathique. Toujours calme. Toujours, je comprends, mais je suis pas d'accord. Quand il n'était pas d'accord, c'est je comprends ce que tu me dis, mais je suis pas d'accord. Il est toujours sur un ton correct, jamais sarcastique. Parce que je peux vous dire que j'en ai connu des capitaines qui étaient calmes, mais très sarcastiques et très saignants. Et lui, c'était le respect. C'est le gars, tu pouvais discuter avec lui, chapeau. Et puis, c'est un gars aussi qui a toujours accepté son rôle. On l'a vu jouer sur le premier bloc à l'aile, on l'a vu jouer sur le 4e bloc au centre le match d'après. Jouer à 4 contre 5, bloquer des tirs. Des fois, tu mis sur le power play. Le gars, il accepte son rôle. Dis pas un mot, il veut rendre service à l'équipe. Je pense que c'est un joueur d'équipe avant tout. Moi, je dis chapeau. Un joueur d'équipe, en tout cas, fêté comme il se doit ce soir du côté de la Tissot Arena, qui était à la fête, parce qu'il y a un autre garçon qui a été à la fête ce soir. Oh là là, c'est Damien Ria. Si on lui avait dit avant ce match, Damien, ne sois pas malade ce soir, Florian Comte, tu vas réussir un quadruplé. Ouais. C'est des belles soirées, ça. Aïe, aïe, aïe. Avec Fuchs à la passe, ça a été un peu le leitmotiv de la soirée, finalement. Ouais, c'est vrai qu'avec son compère Fuchs, ils ont fait la différence ce soir. Ria, il a eu un peu de peine à son retour des États-Unis en début de saison. Et puis là, on a vraiment l'impression qu'il commence un peu à monter en puissance. Et puis c'est tout bon pour les Célandais qui reviennent aussi un petit peu dans le rythme qu'ils connaissaient en début de saison. Damien Ria, auteur du doublé à 5 contre 4, 16e minute de jeu. On allait voir la vidéo, mais sur la caméra au-dessus du but, Stéphane sera clair que cette réussite doit être accordée parce que le puck, oui, on le voit là, il est toujours jouable. Le puck est libre, donc même s'il a appuyé sur la jambière, le joueur, s'il touche le puck en premier,
il pousse la jambière après, c'est bon, dans la mesure où le puck est visible. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Doug ce qui est à Doug. Il a tout de suite dit but, voilà. Doug, il a jamais vraiment arbitré, Doug, mais il a beaucoup parlé avec les arbitres. Cette salaud. Avec le Hultström pour le 3-0 en supériorité numérique. Assise de Rayala et de Valentin Nussbaumer, 3-0. On va changer de gardien du côté de Davos. On va sortir Van Pottelberger pour aller mettre à ce moment-là de la rencontre Eschliman. Oui, mais Hultström, là, très utile en power play. Je pense que c'est son 7e de la saison en supériorité numérique. C'est un gars qu'on est allé chercher comme sécurité. Il était supposé jouer simplement à la Ligue des champions. Et puis finalement, il rend des grands services. C'est un gars qui peut jouer au centre. Et sur le power play, meilleur power play de la Ligue, plus de 26 mais si on le rappelle, meilleur power play de la Ligue, bien et de loin. Il pourrait battre un record presque historique, en tout cas en Suisse, à 26 énorme. Et Radgeb et lui sont des grands artisans de ce power play. Oui, beaucoup de possibilités en powerplay, en effet, du côté de Bienne. La réaction davosienne, tout de même, elle va être symbolisée par Herzog qui va réussir un doublé en fin de première période. Tout d'abord, en réduisant le score. Regardez, Herzog qui va s'échapper et pouvoir battre Jonas Hiller, ancien joueur des ZSC Lions. La passe est pas mal, hein? Ouais, une belle ouverture quand on Regarde le puck, hop, sur la tranche, puis il se met à plat au dernier moment, j'ai envie de dire, Doug Boulanger. Alors, c'est magnifique, le gardien était patient. Le gauche-droite était très réussi. Allez, on va le retrouver, Tedenby à la passe. Et Herzog, encore une fois, une petite Lulu. Je trouve qu'Herzog s'est beaucoup amélioré, sa mobilité fine au patinage. Regardez, là, il change de direction. Soit le puck en patinage arrière, sûrement en patinage avant. Va son joueur, regardez son geste technique. Là. Hop. Ça part vite. Hein? Oui, ça part très vite. Herzog, qui est un très jeune joueur. Donc, qui va connaître une belle carrière dans les prochaines années, je vous le garantis. Allez, Damien Ria, paf. Un autre jeune joueur. Vous avez le bonjour de Damien, là. Paf, entre les jambes. Eschliman, merci. Au revoir pour le triplé. Et là, on se dit, oh, triplé de Damien Ria. Mais c'est pas fini. C'est ça, la beauté du hockey, la beauté du sport. Tu es obligé de changer tes papiers 3-4 fois. Dire encore. Heureusement, j'avais encore un peu de place sur ma cartounette. Mais quoi dans la cage vide, évidemment, cage vide. Quoi de plus, on lui a donné la rondelle, on a été en fait, généreux. Il est un peu mieux que celui de Pius Souter. Parce qu'il n'a qu'une cage vide. Est-ce que Souter en a quand même 2? Ouais. Mais c'est aussi le geste du coach, du gars qui a 3 buts ou qui a 2 buts. Souvent, le coach, il l'envoie sur la glace pour compléter la trick ou le mettre le 4e. Puis Pius Souter, il a marqué dans la cage vide, il l'a relaissé sur la glace. C'est pas juste le geste, en fait. C'est le fait que le joueur connaît un bon match. Tout roule pour lui, généralement, dans un match comme ça. Puis tu veux continuer dans ce sens, quoi. Petite statistique, Bienne a largement dominé au niveau des engagements ce soir. Ça, c'est unique. Ça n'arrive pas souvent. Doublé, c'est 30 à 15 environ, 32 à 15. Et puis, au niveau du temps, Yakovenko, le jeune Ruskov, là, hier, il a joué à Lausanne. Il a été le joueur le plus utilisé de son équipe. Encore ce soir, le joueur le plus utilisé de son équipe, 21-53. Pas mal. Et on a, nous, une réaction du côté du capitaine au grand cœur, Mathieu de Chantré, fêté évidemment. Heureux de cette victoire. On va l'écouter tout de suite à l'interview. Mathieu de Chantré, un soir particulier pour vous. Victoire 5-2 dans cette rencontre qui vous était un peu dédiée. C'est spécial? Ouais, bien sûr. Je sais pas trop quoi dire. J'ai un peu de la peine maintenant. Mais c'est vrai que c'est fantastique. Le public, ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour moi. Ouais, j'ai un peu de la peine à trouver les bons mots, mais c'est vraiment touchant. Et ouais, merci à tout le monde. Les étoiles sont alignées pour vous aujourd'hui. On vous fête, vous gagnez le match, vous êtes officiellement qualifié pour les playoffs. C'est fantastique. Ouais, exactement. Le coach m'a demandé devant toute l'équipe avant le match ce que je voulais pour ce soir. Puis j'ai dit rien qu'une victoire. Je suis content avec une victoire. Et c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que ce n'était pas un match facile. On s'est qualifié définitivement pour les playoffs. Une super belle soirée. Superbe fin de carrière pour vous. Bon, elle n'est pas finie encore. Maintenant, il y a les playoffs qui vont venir, le plus important de toute la saison. Et j'espère que ma carrière continue encore très longtemps. Merci beaucoup Mathieu et bonne suite. Oui, il faudra encore marquer un but, Mathieu de Chantré, pour ces playoffs. Allez, messieurs, on va passer maintenant au dernier match de la soirée. Rapperswil-Lausanne, le match de la fallait pour les Lausannois. Il fallait surtout pas le perdre celui-là. Il fallait surtout profiter justement d'affronter la lanterne rouge pour mettre 3 points en banque, pour faire taire finalement, comment je pourrais dire ça, puisque
le mécontentement, la Vox Populi. Il n'y a pas que la Vox Populi, les journalistes aussi, hein, nos confrères de la presse écrite. Ils disaient alerte rouge pour Lausanne avant ce week-end. Il y a eu une victoire en 6 matchs, puis une victoire en prolongation. Donc il y avait 2 points dans les 18, sur le possibilité de 18 dans les derniers matchs. On commence bien du côté de Lausanne. Excellent premier tir. Domination totale avec cette réussite finalement de Lillebaum qui vient symboliser ça. Alors il n'y a qu'un à 0. On se dit, ouais, Lausanne a dominé de la tête et les épaules, c'est parti. Que d'un petit but finalement après 20 minutes de jeu. Ça sera 2-0 par Cody Almond à la 26e minute de jeu. Berchi Cody Almond avec la complicité de l'extérieur du but. 2-0, Florian Corns, 40 minutes de jeu, tout va bien. Ah, c'est clair qu'on se disait que tout allait bien pour le LHC. Ils étaient quand même relativement bien dans leur match, bien dominés la première période. Ils se retrouvent à 2-0. Donc on s'attendait à ce que les 3 points rentrent du côté de Lausanne. En fait, il n'y aura pas d'assist pour Berchi. Ils n'ont pas donné l'assist. On va la rajouter ce soir à minuit. Moi, je ne sais pas, non, il lui a donné. Avec cette réduction du score signé Loosely, et là, la machine de Boulanger va quand même s'enrayer. Comment ça s'enrayer un peu? Encore une fois. Ouais, là, c'est l'esprit de panique qui revient. Tout le monde regarde un petit peu derrière eux qu'est-ce qui se passe, c'est qui n'a pas fait le job. Puis, Loosely, peut-être à souligner, deuxième match avec un goal. Lui, il connaît un fort week-end. Ouais. Puis ça fait plaisir. C'est 2 premiers de l'année. Hein? C'est ça. Il y a une fin de match qui va être très compliquée. Il va se passer plein de choses dans cette rencontre. On va voir la première, c'est le contact entre Perez Kokov et Nifeller qui défendait la cage. Bader, hein, puisque c'est Nifeller qui va le remplacer ensuite après. Stéphane, ton avis là-dessus? Est-ce que le Lausannois est poussé? Non, il n'est pas poussé. Il essaie de forcer le passage entre le défenseur et le gardien. Regardez. Il est gêné par le défenseur, mais c'est lui qui force le passage. Il saute pour éventuellement éviter le gardien, mais il y a un contact avec la tête, avec le gardien qui est dans son demi-cercle. Regardez ici, boum! Ça, c'est 5 plus ma conduite pour le match. Pour moi, les arbitres n'ont rien donné. Le gardien a été changé. Bader vestiaire, on change de gardien, blessé, peut-être commotionné. On sait, ça, c'est un autre truc. On parlait tout à l'heure des chocs latéraux avec le casque. Les gardiens, les masques sont aussi faits pour les chocs frontaux. Et puis, de côté, c'est parfois parce qu'on a vu des gardiens, un jeune gardien à Lausanne se commotionner pour un choc comme ça. Et les arbitres ont manqué le bateau. Là. Il y a minimum 2 minutes pour obstruction sur le gardien. Minimum, vous êtes d'accord? Bon, moi, je pense que 5 minutes, pour moi, c'est sévère quand même. Parce que, alors oui, il y a peut-être faute parce qu'il heurte le gardien qui est dans son cercle. Maintenant, je pense pas que... c'est pas ça qu'il voulait faire. C'est ce qu'il voulait faire. Et puis que c'est... Mais moi, je me pose toujours la question, messieurs, j'ai l'impression que les gardiens, ils ne sont pas assez protégés. Ils ne sont pas assez protégés. Vita, c'est pas ce qu'il voulait faire, etc. Mais en phase de jeu, là, en 2 joueurs, là, il décolle les patins, tu as le premier contact à la tête, même s'il ne voulait pas. Le Boulanger. Ce qui est le plus dangereux sur la séquence, c'est que le gardien, toute sa concentration est sur le puck et il y a quelqu'un qui lui sort dans son angle mort. Donc, ce qu'on dit de sur le blindside. Bien sûr, il ne peut rien faire, mais comme Stéphane a dit, la règle est claire. Il a forcé le passage. En forçant le passage, tu fais contact avec le gardien de but. C'est clairement une obstruction. Puis là, ça donne que le gardien est blessé. Donc, je pense qu'il y a 5 minutes, oui. Parce qu'il nous fait un triple axel sur le gardien, là, quand même. Après ça, 2 ou 5, c'est de l'appréciation. Mais moi, dans l'idée, le gars, il va là, il saute. Évidemment, c'est pas ça qu'il veut faire, mais il arrive directement la hanche contre la tête. Moi, si je suis juge, j'ouvre une enquête puis je sanctionne. Oui, il est un petit peu déséquilibré quand même par le défenseur qui l'accroche, puis on voit qu'il... Une charge contre la tête, contre le gardien, mais c'est accidentel. C'est quand même un contact contre la tête pour moi. Il est responsable de ce passage-là. Évidemment, encore une fois, c'est de l'appréciation, c'est du jugement, c'est toujours la même chose. Et des charges contre la tête, il y en a qui se sont sifflés contre les gardiens? Vraiment charge contre la tête, tu dis pas, parce que là, tu as plutôt tendance à donner 2 minutes. J'ai rarement vu... de mémoire, une charge contre la tête contre le gardien. D'abord, quand on fait une charge contre le gardien, c'est souvent accidentel ou c'est pas ça qu'on veut faire. Il y a un contact où tu rentres vraiment contre... Moi, en tout cas, je trouve que c'est pas joli. Le gardien est blessé. Moi, je pense que si les arbitres l'avaient vu, je comprends pas qu'ils aient pas vu déjà. Est-ce que tu te rappelles en play-off Dino Visère contre Tobias Stéphane? Tu t'en rappelles ou pas de cette image? Tu vois Dino Visère qui passe, mais tu vois Tobias Stéphane qui se plaint pendant je sais pas combien de temps au niveau des arbitres, puis il n'y avait strictement rien eu, on a dit, etc. Contact accidentel. Moi, je te dis, tu peux faire plein de contacts accidentels contre les gardiens. Ton gardien, normalement, c'est ton meilleur joueur.
Quand tu arrives en série, dans les playoffs, là pour l'instant ça passe. En championnat, en saison régulière ça passe, mais là en playoff, là. Je dis toujours, mais mettez cette scène, là, vous êtes en acte 7 de la finale des playoffs, tu fais quoi? Là, honnêtement, ils sont 4 arbitres. Là. Le puck est là, le puck, ça arrive vers la cage. L'arbitre qui est R1, celui qui est sur la ligne de but, qui regarde l'action, pas me dire qu'il ne voit pas qu'il y a un contact. Puis si lui, il ne voit pas, le R2, celui qui est en milieu de patinoire, il y a tout le champ libre. En général, on dit toujours que celui qui est au milieu regarde tout ce qui se passe de la ceinture en montant. L'autre, il se focalise sur le puck. Puis il y a 2 juges de ligne là, qui, pas me dire qu'il n'y a pas quelqu'un, parce qu'il y a arrêt du jeu, il y a blessure, ils ont le temps d'en parler, d'apprécier. Peut-être expliquer aussi aux téléspectateurs que généralement, dans les scénarios dans lesquels ça arrive, c'est le joueur, il déborde le défenseur, puis il essaie de revenir devant, et là, il peut avoir un contact qui est forcé ou accidentel. Mais dans ce cas-là, si on regarde, il est derrière la cage, il n'y a pas de trafic, le gardien regarde droit devant, donc il cherche son puck. Et il essaie de revenir, puis il force le passage clairement, et c'est ça qui est dangereux sur cette séquence. Allez, autre séquence, messieurs, on continue dans les charges. Cette fois-ci, c'est Rowe, le joueur de Rapperswil, sur Elner, à la tête. Et là, il y a eu 5 mecs match. Ah ouais, c'est clair. Pour moi, c'est clair, c'est une chance contre la tête. Messieurs, votre avis? Regardez. Pour moi, c'est là, je suis désolé, mais elle est dégueulasse. Elle n'est pas belle. Elle est dégueulasse. La première des choses, il n'a pas la canne sur la glace. Puis c'est la tête qui est clairement le point d'impact. Il cherche, c'est ce qu'il cherche. Donc, suspension, le Lausannois n'a pas le puck, il ne peut pas se protéger. J'espère qu'il y a une suspension à la hauteur du geste. Oui, cheap shot. En tout cas, Lausanne bénéficie d'une supériorité numérique, mène 2-1 à ce moment-là, 5 minutes dans la fin du match. Tout va bien, il s'agit de garder le puck sur la canne, faire circuler. Et arrive, j'ai envie de dire, l'improbable. Regardez, ils auraient dû jouer moins d'une minute finalement à 5 contre 5 sur la fin de la rencontre. Et ce puck qui finalement va arriver sur le bâton de Schneeberger, qui est à l'origine de cette action. Ouais, il se transforme en attaquant sur la séquence, il va supporter l'attaque à 4 contre 5. Perd 2-1, il a raison. Un bon favorable. Regardez un tir qui est partiellement bloqué, qui revient sur la canne de Schneeberger, qui va d'un tir entre les jambières de Tobias Stéphane. Scénario catastrophe. Scénario catastrophe, évidemment, ça cogite sous les casques. Lausanne qui va pousser, qui va tenter d'arracher la victoire. On s'achemine en prolongation. Puis en prolongation, du côté de Rapperswil, si vous débarquez, si vous revenez en Suisse, vous n'avez pas suivi du tout la saison régulière, il y a un homme providentiel, c'est le Charvenka. Si vous voulez mettre une petite piécette, là. Monsieur Prolongation, double boulanger. Quand tu donnes autant d'espace à un joueur tel que Roman Charvenka, ça fait mal. Puis là, c'était juste de toute beauté. Hein. Il a croisé son tir, puis aucune chance. Aucune chance pour Tobias Stéphane sur la séquence. Moi, je comprends pas non plus qu'un joueur comme ça puisse rentrer avec autant de vitesse aussi profond dans ton slot. Il y a clairement un manque de marquage sur cette séquence. On a beaucoup trop reculé, très passif. On était sur les talons. Je pense que Lausanne était shaky. Là, on l'a vu en prolongation. On a donné le puck 2-3 fois à l'autre équipe. Comme ça, on n'a pas été percutant du tout. Et là, on avait peur de perdre. Encore une fois, on était sur les talons du côté de Lausanne et ça commence à jouer sous les casques. Tiens, à propos de casque, on va écouter un des joueurs sous le casque lausannois. On va écouter tout de suite la réaction de Joël Genasi. Joël Genadzi, on avait l'impression que vous aviez tout en main après 2 tiers-temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dernier tiers? Ouais, je pense que aussi nous, on avait l'impression que ça allait pas mal ce soir, mais on sait tous que ça dure 60 minutes et puis on savait que s'il marque un but ici avec le public, ça donne de l'émotion, ça donne de l'énergie pour Rapperswil. Et puis, c'est un peu notre faute là. On a 5 minutes de powerplay, on n'arrive pas à marquer, on encaisse en plus. Donc, c'est dur, c'est des moments importants. On n'a pas réussi de maîtriser. Donc maintenant, c'est à nous de rester confiants et regarder en avant. C'est un scénario qui s'est déjà produit plusieurs fois cette saison. C'est compliqué pour vous de tenir le score? Oui, c'est clair que c'est un problème. On travaille dessus. J'ai l'impression qu'on est devenu un peu nerveux ou bien paniqué un peu, mais pas trop non plus. Il faut leur donner du crédit. Ils ont cru jusqu'à la fin, puis ils ont pu gagner ce match. C'est clair que c'est notre faute, ça. Il faut pas balayer devant notre porte. C'est notre faute à nous. Et puis, faut regarder en avant. L'hockey, c'est simple. On n'a pas le choix. On ne peut pas rester par terre. On ne peut pas laisser les têtes par terre. Il faut regarder en avant, avoir la confiance, y croire dans le groupe. Et puis après, ça va aller. Le joueur le plus utilisé du côté de Lausanne? 25 minutes 04, Genasi, ce soir. De temps de jeu, de loin, le joueur le plus utilisé. Lausanne a tiré 36 fois à 29 par Rapi.
Donc, encore une fois, Lausanne tire. Domine, mais ne gagne pas. C'est simplement domine, ça. théoriquement, C'est le résumé de la semaine. C'est ça. C'est le résumé de la Ça semaine. suffit pas. Lausanne, c'est une victoire dans les 7 derniers matchs, 3 points sur une possibilité de 21. Ouais, et une fin de championnat est aussi compliquée, mais enfin, 1 point par match, ça devrait être bon quand même. Mais c'est pas la préparation 60. idéale en effet pour les playoffs. Ouais. Messieurs, on arrive à la fin de cette soirée. On va passer tout de suite à nos 3 étoiles, Stéphane. Jingle. Doug. Il a réussi 22 parades ce soir pour Genève Servette du côté de la Valachia, où on le sait, il est toujours très difficile d'aller jouer. Stéphane Charlin, Doug. Très bon match. Il était excellent à l'extérieur de son filet. Petit clin d'œil à Sébastien Beaulieu qui, année après année, sort des jeunes gardiens puis au Genève Servette. Donc, magnifique boulot. Charlin, entièrement mérité. Félicitations à lui. C'est le gardien numéro 3 quand même qui signe un blanchissage dans une équipe, c'est quand même pas mal, faudrait le rappeler. Ouais. Pas le gardien numéro 2 non plus. Allez, deuxième étoile de la soirée puisqu'il y a eu 2 quadruplés. Pius sous terre. Franchement, Pius sous terre, Franck, pas mal. 29 buts 29 buts. 29 buts. On parlait avant les rencontres de ce soir de s'il allait arriver à ses 30 buts. On en doutait quand même un petit peu. Puis là, tout d'un coup, il nous met 4 buts ce soir. Je pense qu'il continue de nous épater. On l'a dit, c'est un jeune joueur qui fait une super saison. Il est bien mis en valeur par un Gareth Rowe qui fait ça superbement bien. Et puis 4 buts, ça va être un beau souvenir pour lui, surtout contre une belle formation de Zug. La ligne de Rowe, Suter et Batlisberger est probablement la meilleure ligne de la Ligue cette année. Tu dis ça, je pense. En tout cas, dans le top 3 facile. Ouais. Damien Ria, première étoile de la soirée, lui aussi auteur d'un quadruplé avec un seul but dans la cage vide. Un quadruplé par un joueur de Bienne. On aurait eu tendance à mettre une piècette sur Ayala. Mais non, c'est Damien Ria. Damien Ria, c'est un shooter, on l'a dit, c'est un jeune qui a connu un début de saison compliqué avec 2 buts, je pense, à ses 16 premiers matchs, etc. Lui, c'est un buteur patenté, c'est un gars qui, je pense, peut marquer 20-25 buts dans cette ligue. À terme, il a une release, il a un tir sur réception. Vraiment un bon pétard. Il a ce timing. C'est un droitier qui peut aussi marquer des buts sur le power play. C'est peut-être un gars qui peut marquer 20-25 buts dans cette ligue. Et c'est surtout un gars qui a une superbe éthique de travail, qui travaille vraiment fort, puis qui a des bonnes habitudes de travail. Puis là, ça commence à payer. C'est ça. Ça commence à payer, puis très content pour lui. Et puis ça paye au bon moment. Enfin, peut-être avec une petite semaine, 15 jours d'avance, on verra ça. Ce que ça va donner pour les playoffs, puisque Bienne s'est qualifié pour les playoffs. On va voir tout de suite du reste là avec le classement. Mais avant cela, on va récapituler les résultats de la soirée, les 6 matchs ce soir, avec la victoire de Genève Servette. On l'a vu, 1-0, le large succès, un 7-1 pour le CP Berne face à Lugano, 5-2, Bienne Davos, et puis Rapperswil qui gagne en prolongation. Ce match en prolongation face à Lausanne, il n'y a même pas de rencontre en prolongation hier. Non, c'est vrai. 1-0, le même score pour Fribourg-Gotteron du côté de Langnau et puis 4-1 pour les ZSC Lions face à Zug. 2-1-0 dans la même soirée, ça n'arrive pas souvent. C'est digne du championnat italien. Oui. 88 pour les ZSC Lions qui repassent devant, attention, un match de plus. 87 pour Zug, 83 et Genève Servette qui revient là aussi sur Davos avec un match de plus. Bienne, en vert, on le voit, 75. Fribourg-Gotteron, 70, qui fait quand même une bonne opération par rapport à Lugano, notamment, qui passe sous la barre. Et Berne passe sur la barre, parce qu'il y a avec un match de moins. Vous voyez ça, 66, 66, 69 Lausanne. Pour l'instant, ça va, parce qu'il y a une différence de match, mais ça se complique quand même. Et puis pour Langnau, là, 7 points, ça sera compliqué. Et Ambri Piotta, définitivement, donc éliminé de la course au play-off ce soir. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. On va vous remercier, messieurs, merci. Florian Cantz, merci. Doug Boulanger. Merci à vous. Stéphane, mardi prochain, ça sera multiplex. Vous n'allez rien manquer sur MySports1. Et puis le dernier week-end, avec notamment des affiches qu'on attend avec impatience. Il y aura vendredi soir un petit duel, un derby des Zeringen. Les derbys, t'aimes bien ça? Oui, en Berne et Fribourg. Un couteau tiré, ça va être une lutte absolument fantastique. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Bonne nuit. Et puis à mardi pour le week-end. Bye bye.